Bonjour à tous. Nous nous retrouvons à nouveau pour les agro-webinaires du mardi après une petite pause de 2 semaines. Et aujourd'hui, nous allons parler de la thématique changement climatique en faisant un zoom sur la forêt et comment s'adapter et s'y préparer. Je vais laisser la parole dans quelques secondes à Hélène, qui est l'animatrice de cette séance. Et en attendant que vous arriviez tous, et je remettrai les éléments dans le fil des discussions, je vous rappelle que vous avez deux façons d'interagir avec les intervenants et l'animateur, l'animatrice. À la fois le bouton discussion qui est le chat, le fil de discussion, qui sert essentiellement dans nos webinaires à nous donner des informations ou à me faire part de vos éventuels soucis techniques. Ça n'arrive jamais, hein, je vous rassure. Et puis le deuxième bouton que là, on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton QR, puisque c'est le bouton, là où vous allez poser toutes vos questions aux intervenants et ils vous y répondront en direct à la fin des interventions. Et donc, n'hésitez pas à utiliser le bouton QR au fil des interventions pour que Hélène puisse préparer au fur et à mesure le temps de questions-réponses. Hélène, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. On a choisi aujourd'hui de faire un webinaire autour de la question de la forêt et de son adaptation au réchauffement climatique. Alors, les forestiers s'inquiètent depuis déjà plusieurs années des effets du changement climatique et ils se sont réunis collectivement pour trouver des solutions. Alors, il s'agit déjà d'être en capacité d'établir un diagnostic de l'état et de la vulnérabilité des peuplements, puis d'expérimenter différents leviers avant d'en assurer le déploiement en fonction des contextes locaux. Alors bien entendu, la formation des gestionnaires forestiers est un enjeu majeur pour assurer la prise en compte des effets du changement climatique dans leurs pratiques professionnelles. Ce sont les résultats de ces travaux collectifs qui vont vous être présentés aujourd'hui par nos trois intervenants du jour, à savoir Éric Severin, qui est directeur du CNPF-IDF et coordinateur du RMT à Force, Brigitte Munch, qui est chargée de recherche et développement ONF à l'UMR Biofora, et Jean-Michel Escurade, qui est enseignant BTS Gestion forestière au campus de Mirecourt. Alors, avant de laisser la parole à Eric, je tenais à préciser que ce webinaire a été organisé avec l'aide du RMT à Force, donc je remercie. Et sur ce, Eric, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, il faut le mettre en mode diaporama. Voilà, très Voilà. bien. Je vais vous parler avec deux casquettes, comme l'a dit Hélène, celle de directeur de l'IDF, l'Institut pour le développement forestier, service de recherche et développement au sein du Centre national de la propriété forestière, donc qui travaille pour les propriétaires forestiers privés, les gestionnaires, et puis coordinateur du RMT à Force. Je vais vous présenter juste après. J'ai mis en introduction une belle photo de forêt et comme l'a dit Hélène, ce sont des photos que l'on aime bien regarder parce que de temps en temps, on peut avoir d'autres types de photos. Depuis plus de 15 ans, la forêt est effectivement touchée par le changement climatique, ce qui nous a d'abord surpris, puis ensuite nous a motivés pour nous regrouper et travailler tous ensemble. Alors, je vous ai mis sur la partie gauche un petit guide, le guide de gestion des crises sanitaires en forêt, qui met bien en exergue le fait que les forestiers privés, les privés et publics se posent beaucoup de questions sur ce sujet-là, puisque nous en sommes déjà à la deuxième édition de cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif réalisé au sein du RMT à Force et qui s'est enrichi des expériences malheureuses, malheureusement, passées sur différents cas de dépérissement observés en forêt. Alors, le RMT à Force, c'est le regroupement de 16 partenaires qui travaillent ensemble et chacun avec ses spécificités. Je vous ai mis une diapositive avec trois axes. Un axe qui produit des connaissances,
qui est la recherche, qui travaille sur ces sujets-là. Un axe qui les met en application, où on a regroupé la recherche et développement et les acteurs de terrain qui sont confrontés tous les jours à ces problématiques. Et puis, un troisième axe, valoriser et former, qui s'appuie sur l'enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes 3 partenaires du réseau présents, 2 sur mettre en application, et Brigitte travaille à la fois sur produire des connaissances et mettre en application, parce qu'elle a aussi 2 casquettes, et puis Jean-Michel sur valoriser et former. La première chose à faire quand on est forestier, et c'était la même chose avant le changement climatique, mais c'est de plus en plus prégnant aujourd'hui, c'est de diagnostiquer ces peuplements avant de faire toute opération. Et pour cela, il faut bien connaître le sol, les conditions du milieu, le climat, et les essences auxquelles on a affaire sur le terrain ou celles qu'on veut introduire. Depuis longtemps, on a des outils qui permettent de faire ces diagnostics. Là, j'ai pris l'exemple de catalogue de stations forestières qui nous indique, en fonction de l'analyse du sol que vous avez faite, les essences qui sont adaptées sur un territoire donné. Aujourd'hui, ces outils classiques évoluent et plusieurs catalogues ont mis en place la prise en compte du changement climatique. Ici, c'est un document qui a été réalisé par mon collègue Sylvain Gaudin du CRPF Grand Est, qui s'appelle Calclim. Et puis, le changement climatique nous a amené à voir comment on pouvait modéliser l'évolution des espèces dans un climat changeant. Et donc, vient d'arriver un peu sur le marché depuis un an ce que l'on appelle des outils sylvoclimatiques. Et je vais vous en présenter 2. Le premier qui est dans le cadre du RMTA Force, qui est un outil réalisé par l'Office national des forêts et le CNPF en collaboration avec l'ensemble des partenaires que vous avez vus tout à l'heure, qui s'appelle Climessence. Et donc qui travaille sur un nombre important d'espèces, 71, et sur 3 critères: le déficit hydrique annuel, les températures minimales annuelles, et puis une somme de chaleur par an pour chacune des espèces. Et en fonction des modèles climatiques qui sont intégrés dans cet outil, on va pouvoir voir comment se déplace l'aire de répartition de l'espèce. Je vous ai pris un exemple ici avec je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche qui se déplace. La première carte, c'est l'espèce dans un climat actuel. Et puis les 3 autres cartes, ce sont la même espèce en 2070, avec un scénario plutôt optimiste, un scénario intermédiaire et un scénario pessimiste. Et donc, vous voyez bien qu'à partir de cartes comme celle-là, suivant que vous êtes optimiste ou pessimiste, vous n'avez pas les mêmes choses. Et donc, le propriétaire forestier, le gestionnaire, quand ils sont dans le choix de leur gestion et de leurs espèces à planter, ils ont une vision à très long terme. C'est ça qui vous différencie de l'agriculture où pour planter on plante un chêne et le chêne, on le récoltera à 150 ans. On plante des résineux, c'est 50, 60 ans minimum. Dans cet outil Climessence, qui a un site internet, vous pouvez aller sur ce site et vous avez une démonstration qui vous avez un accès gratuit qui vous est proposé. Vous avez également des fiches sur 150 espèces différentes, forestières du monde entier, et qui va vous présenter chacune des espèces
et les caractéristiques de cette espèce par rapport à 8 thèmes qui ont été choisis et qui touchent l'haute écologie des espèces. Donc c'est aussi un outil extrêmement intéressant pour connaître les espèces, en particulier celles dont on a moins l'habitude. Là, je vous ai mis un exemple. Un deuxième outil de diagnostic, c'est l'outil BioClimSol. Lui, il ne travaille pas sur l'aire de répartition des espèces, mais il va diagnostiquer le potentiel d'une station en fonction du risque de dépérissement du peuplement dans un climat actuel ou futur à +1 ou +2 degrés. Donc lui, il n'est pas dans une échelle temporelle, il est à +1 ou +2 degrés. Et donc cet outil travaille à plusieurs niveaux. Le premier niveau, il peut vous fournir des cartes, comme celle qui vous est présentée ici, où vous voyez la probabilité de présence ou d'absence d'une espèce. Et vous avez un deuxième outil dans BioClimSol qui s'appelle Forecast by BioClimSol, qui est un outil embarqué sur tablette ou smartphone et qui va vous permettre de diagnostiquer sur le lieu donné si l'espèce qui est présente est adaptée et va vous proposer d'autres espèces si jamais il y avait un problème avec celle qui est présente là. J'en profite, c'est un outil qui concourt à ITA-Innov et donc on est en course et on attend les résultats avec impatience le 2 mars. Voilà, pour que nos forêts restent dans ce bel état, l'ensemble des acteurs travaillent d'arrache-pied pour apporter des réponses. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Eric, qui nous a donc, pour cette intervention sur l'étape de diagnostic. Et donc maintenant, on va laisser la parole à Brigitte pour l'étape d'après, une fois qu'on a diagnostiqué, comment on peut agir. Tu as le micro coupé, hein, Brigitte. Tu as le micro, ouais. Du coup, j'en profite le temps que Brigitte réouvre son micro. N'hésitez pas à poser vos questions dans Q&R que je puisse ensuite, pour la deuxième partie du webinaire. Pardon, je cherchais désespérément où était mon micro qui ne s'affichait plus. Donc, je vous remercie. Donc, moi, mon propos portera sur des leviers que l'on peut mettre en place et en particulier la diversité génétique des arbres forestiers, qui est un enjeu face au changement climatique. Alors, on parle beaucoup de biodiversité. Est-ce que c'est biodiversité avec ou sans S? J'aurais tendance à dire que c'est biodiversité avec un S, puisqu'on a une diversité d'écosystèmes, mais aussi une diversité spécifique à l'intérieur des écosystèmes, et en particulier celui de la forêt, avec grand nombre d'espèces forestières, que ce soit des espèces d'arbres ou des espèces inféodées. Et puis la petite dernière, qui est la diversité génétique à l'intérieur de chacune des espèces. Comme on peut le voir sur la photo, on a des différences, par exemple, de phénologie. Mais ce que je veux bien dire aussi, c'est que diversité spécifique et génétique, ce ne sont que des leviers parmi d'autres, et il y en a de nombreux autres. Alors, pourquoi le forestier devrait-il s'intéresser à cette diversité génétique? Diversité qu'il est difficile d'appréhender de manière générale. Eh bien, tout simplement parce que les peuplements forestiers, ce sont des populations comme les autres, comme les populations humaines, à ceci près qu'elles ont une diversité spécifique forte et très forte. La diversité d'un chêne est 400 fois supérieure à celle d'un homme, que les populations d'arbres forestiers ont une capacité à s'adapter qui est liée à cette diversité génétique, et que tout cela est soumis à l'évolution.
Mais ces peuplements forestiers, ils ne sont pas isolés sous une cloche, hein, et ils sont en interaction avec leur environnement. Alors, leur environnement humain et dans le temps des forêts, on a vu des variations sur les surfaces forestières qui ont forcément un impact sur cette diversité. On a eu aussi des choix d'espèces qui ont pu se faire au cours du temps par le marteau du forestier par plantation. Et on a aussi des impacts de la gestion sur la diversité génétique. Et puis, il y a des interactions avec l'environnement naturel. Si on a des grandes forêts, des petites forêts, ça ne va pas se passer de la même façon avec les conditions pédoclimatiques, avec l'environnement en espèces, quelles autres espèces il y a dans ces forêts, et puis les forces évolutives. Donc, la grande question qui nous occupe, c'est comment maintenir cette diversité génétique, parce qu'elle est le fondement de ce levier, et plus on a une grande diversité génétique, plus on a des chances d'adapter et que la forêt s'adapte. Et donc, en génétique évolutive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout le temps évoluer pour rester adapté. Donc, ça, c'est ce cher Van Valen, qui l'a dit, et il le traduisait aussi en disant qu'il fallait toujours courir pour rester adapté. C'est ce qu'on a pu voir avec le Covid. Avec ses mutations, le Covid, il a tout le temps évolué pour mieux s'adapter. Et cette évolution permanente d'une espèce, elle est nécessaire pour la maintenir, pour maintenir son aptitude face aux évolutions des autres espèces avec lesquelles elle coévolue et de son environnement. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que la potion magique, la diversité génétique adaptée à toutes les futures conditions, eh bien, elle n'existe pas. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est comment on peut mettre en place les conditions nécessaires pour faire émerger cette diversité. Alors, comment peut agir le forestier? Je vous ai mis les principales, enfin les grandes forces évolutives. La première dont on parle beaucoup, vous en avez vu citer dans certains articles, c'est l'épigénétique. Mais là, c'est un grand point d'interrogation. On est vraiment sur un front de science et on ne sait pas encore comment elle intervient et avec quelle force. Recombinaison génétique et mutation. Donc ça, c'est des éléments qui apparaissent, des forces qui sont surtout en action, que l'on voit au moment de la reproduction. Elles sont importantes, mais moi, je vais m'intéresser aux trois qui restent là, les flux de gènes et migration, la dérive génétique et la sélection. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces forces, le moment où elles se révèlent, c'est essentiellement au moment du renouvellement. Que ça soit avec un mode de renouvellement par régénération naturelle. Et là, il va falloir travailler pour faire émerger l'adaptation progressive des essences en place et l'amélioration de la diversité génétique, ou que ce soit le renouvellement par plantation, qui peut être une stratégie complémentaire et qui permet d'accélérer l'installation de certaines espèces plus tolérantes à la sécheresse, ou pour faire évoluer plus rapidement l'écosystème. Donc, on a un mot d'ordre qui est accroître la diversité génétique et spécifique. Alors, c'est bien, vous me direz, mais alors comment fait-on? Comment fait-on et comment fait-on au moment de cette régénération? Il y a des choses qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous êtes face à votre peuplement pour accroître la base génétique des peuplements. C'est tout un tas de choses que vous connaissez, que les forestiers connaissent bien. C'est l'histoire du peuplement. Est-ce que j'ai affaire à une forêt ancienne? Est-ce que c'est un recru après une déprise agricole? Et on ne va pas avoir les mêmes conséquences d'un point de vue génétique. C'est le nombre de semenciers qui peuvent être florifères et fructifères.
et puis leur base génétique, c'est la répartition, c'est l'environnement, c'est la biodiversité associée et c'est les forces évolutives. Et si il y a un de ces critères qui entraîne une perte de biodiversité, eh bien le forestier peut agir pour maintenir l'évolution en marche. Alors, quelques exemples d'actions possibles. Si on prend flux de gènes et migration, il faut favoriser les vecteurs de flux de gènes. Alors, on ne va pas favoriser le vent, il y a beaucoup d'espèces qui sont anémophiles, mais par contre, on peut favoriser les vecteurs entomophiles. Par exemple, mais ça c'est pour les flux de pollen, mais aussi les vecteurs de graines, que ce soit les oiseaux, les renards ou les humains. Il faut favoriser les continuités écologiques dans notre paysage forestier. On voit bien qu'on a une discontinuité des forêts et donc ça ne favorise pas les flux de gènes et la migration. Il faut maintenir les complexes d'espèces. Les arbres forestiers, les espèces forestières ne sont pas des espèces comme les autres. Quand on parle d'espèces, normalement, il y a une limite une séparation au moment de la reproduction. Deux espèces sont définies parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire entre elles. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas chez les arbres forestiers et de nombreuses espèces se reproduisent entre elles. C'est le cas, par exemple, chez les sorbiers. Et puis, il faut utiliser le bon matériel forestier de reproduction lorsque on a affaire à une régénération par plantation. Au moment de la sélection, il faut raisonner le choix des semenciers. Comment choisit-on les semenciers? Est-ce qu'on continue à choisir les plus beaux, en forme, en rectitude, en croissance? C'est une question qu'il faut se poser. Ainsi que la sélection de ces arbres au cours de la vie du peuplement, dominant, codominant. Accroître la densité des semis pour que la sélection puisse agir, de même au moment de la plantation. Et quelque chose qui est peut-être moins intuitif, c'est diminuer la durée des révolutions. C'est les travaux dernièrement publiés de l'équipe de l'INRAE Biogeco qui montrent que si on veut accroître la sélection, naturelle, eh bien, il faut diminuer cette durée de révolution. Et puis, il faut lutter le plus que l'on peut contre la dérive génétique qui aboutit à une diminution de la diversité génétique en maximisant le nombre de géniteurs efficaces, c'est-à-dire ceux qui se reproduisent effectivement. Accroître la taille des populations au sein des forêts avec les flux de gènes et prendre en compte tout l'environnement. Une parcelle ne se régénère généralement pas toute seule. Il y a toutes celles qui sont à côté. Et pour passer à l'action, il faut expérimenter. Et ça, c'est essentiel, expérimenter et tracer. Et là, je vous ai mis un exemple, le réseau Espérance du RMTA Force. Et la question qu'on se posait, c'est quelles ressources génétiques pour maintenant et dans 30 ans? C'est vraiment le problème crucial chez les forestiers parce qu'on a des espèces qui sont très longévives. Et il faut qu'on trouve ces ressources génétiques pour maintenir les écosystèmes en évolution, pour qu'ils rendent les mêmes services écosystémiques et que ces ressources soient acclimatées aux conditions actuelles, les gels par exemple, tardifs, mais aussi à venir, qui seront peut-être des sécheresses plus importantes et surtout plus longues. Donc, pour cela, on a identifié une méthodologie à partir de données de l'IGN, en prenant en compte les surfaces, les volumes des espèces forestières majeures. On a calculé leur vulnérabilité climatique grâce à des modèles. Eric vient de vous en présenter deux, BioClimSol et IKS, Climessence, et ça nous a permis d'identifier des zones à risque par espèce. Ici, cette zone en rouge est à un risque, une vulnérabilité supérieure aux autres zones où se trouve l'espèce. Et pour répondre à notre fameuse question quoi, où, quand, eh bien, on a mis en place des protocoles d'évaluation de 3 niveaux, des tests d'élimination. On va tester
plein d'espèces, mais dans peu de sites et avec une durée faible. Donc là, ce qui va nous importer, c'est la survie et la croissance juvénile, auquel on va adosser des tests de comportement qui ont une durée de vie beaucoup plus importante et l'objectif sera l'adaptation de la station et la production. Et là, on va tester beaucoup moins d'espèces. Et enfin, un autre type d'expérimentation qui sont des îlots d'avenir. Et là, c'est des tests en gestion qui vont durer la vie du peuplement et où on va tester plus qu'une seule espèce. Et la deuxième chose que l'on fait, c'est qu'on teste à la fois dans la zone qu'on a identifiée comme vulnérable, mais aussi dans son futur climatique pour répondre tout de suite à la question que va-t-il se passer pour cette espèce que je vais planter maintenant dans ma zone de vulnérabilité, mais aussi dans 20 ans. Ces ressources génétiques, on les veut variées et on les a classées selon 6 niveaux de connaissance des espèces largement plantées. Par exemple, le pin maritime a des essaims ou présente déjà sur la zone, les zones à enjeu, comme le chêne Cécile en l'occurrence, a des espèces totalement inconnues. Des espèces autochtones et allochtones qui sont présentes en France ou dans différents contextes climatiques européens, mais aussi non européennes. Et puis, ce que l'on a voulu, c'est explorer la diversité génétique en testant différentes provenances choisies selon un gradient de déficit hydrique. On a encore plein de défis à relever. Parmi les défis, quelques-uns, la vitesse du changement climatique et la longévité des arbres forestiers. Comment on fait dialoguer ces deux éléments? Débérissement et renouvellement, maintien de l'espace boisé, ambiance forestière pour que les régénérations naturelles se mettent en place et survivent. Maintien du rôle multifonctionnel de la forêt à la française, c'est-à-dire tout, comme d'habitude, on veut tout et maintenant, au même endroit. Et puis aussi le dialogue entre les scientifiques d'autres disciplines, écologues, naturalistes et la société. En conclusion, face au changement climatique, il faut miser sur la diversité génétique des écosystèmes et la diversité génétique, favoriser l'évolution génétique, expérimenter et tracer les tests que l'on met en place dans différentes conditions climatiques et bien sûr, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sans quoi rien ne sera possible. Et comme l'a dit Eric, c'est un travail commun et de longue haleine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Brigitte. Et donc, pour clôturer cette partie intervention, donc on va laisser la parole à Jean-Michel qui va nous parler de l'enjeu de la formation, puisque comme je le disais, on est sur du long terme, on est sur des choses qui changent les métiers des gestionnaires forestiers. Et donc, il y a un vrai enjeu autour de la formation. Donc, Jean-Michel, c'est à toi. Merci. Bien, moi, je vais vous simplement partager 4 expériences sur la question de l'adaptation et de comment enseigner l'adaptation des forêts et pas que au changement climatique. Alors, je précise bien aussi dès la première diapo, ça concerne du BTS gestion forestière puisque j'enseigne en économie et en sylviculture uniquement au BTS au campus de Mirecourt, dans les Vosges, dans le Grand Est de la France. Alors, première étape dans ces 4 types d'actions, dans ces 4 types d'approches qu'on peut mobiliser, c'est déjà sensibiliser aux questions de changement climatique. Et là, il y a des outils qui existent et qui fonctionnent très bien, dont celui-ci, la fresque du climat. Donc, cette fresque du climat, en fait, je l'ai testée avec un public de BTS 2e année sur un atelier de 3h30. Co-animé avec une association qui s'appelle les Shifters, donc qui est en lien avec le Shift Project de Jean-Marc Giancovici et qui déploie donc cet outil de fresque du climat. C'est, à mon sens, excellemment bien fait. C'est très ciblé sur les causes des changements climatiques, sur les impacts possibles, etc. Et c'est un outil de sensibilisation qui est effectivement très intéressant. Il y en a plein d'autres. J'en ai listé quelques-uns en bas, puis plein d'autres que j'ai testés, mais pas encore en conditions réelles nécessairement, avec des groupes d'apprenants ou d'apprenantes. Des outils comme Inventons nos vies bas carbone de résistance climatique. Inventons nos vies bas carbone, c'est plutôt
après, quoi. On part du constat des changements climatiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre empreinte carbone. Et des outils de calcul, MyCO2 ou nos gestes climat de l'ADEME, d'empreinte carbone, qui sont aussi intéressants en termes de sensibilisation, particulièrement, je dirais, avec des publics jeunes qui sont très accros à la consommation parfois de produits numériques ou de numérique au sens large, ou très accros aussi à leur voiture. Ça m'avait un peu choqué quelques fois de faire des tests justement de calcul d'empreinte carbone et d'avoir des étudiants qui avaient une empreinte carbone 3 fois supérieure à la mienne. Et uniquement le 3 fois supérieur vient uniquement du fait, dès qu'on a envie, on prend la voiture et on fait 400 km pour partir en week-end ou je ne sais quoi. Et puis d'autres outils, il y a toute une boîte à outils d'une asso qui s'appelle EduClimat, qui fait des choses plutôt pas mal. Donc j'ai mis 2 outils, l'arbre du climat ou Carbonara, qui est plutôt pas mal et plutôt intéressante à ce niveau-là. Bref, sensibiliser, c'est pas ce qui manque en termes d'outils. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est une question de transmission. C'est se servir de personnes sensibilisées pour transmettre aussi des messages à ce niveau-là. Et ça, c'est l'exemple que j'ai repris ici, c'est une manifestation qu'on a en région Grand Est, dans tous les lycées agricoles, au printemps, tous les ans, qui s'appelle l'Agroécologie Tour. Alors, nous, on l'organise en mars sur la ferme du campus, et puis il y a un élément régional en général au mois de mai. En 2020, déjà, le thème de l'Agroécologie Tour était les changements climatiques en forêt, en agriculture. Bon, le problème, c'est que le 16 mars 2020, tous les établissements étaient mis, et toute la France entière était mise en confinement, donc ça n'a pas trop pu se dérouler, ce système-là. On a remis ça en 2021. Et donc là, c'est les BTS gestion forestière qui avaient été formés, pas que sensibilisés, mais formés avant, ça sera la diapo suivante, sur des questions de changement climatique, ont animé 7 ateliers. Alors je passe sur le côté un peu, comment dirais-je, rock'n'roll, puisqu'on devait démarrer en début de semaine avec 60 étudiants et 2 profs, et 14 ateliers, et en fait, on a pu effectivement les faire avec 13 étudiants et un prof. Tout le reste, c'est en cas contact ou positif ou je ne sais quoi. Dans les ateliers, il y avait des ateliers, vous les avez en photo, sur le sol et le carbone du sol, sur les sécheresses et inondations, sur la Lorraine en 2050. Il y avait des quiz, des jeux, tout en bas à gauche. C'était une reprise qui veut gagner des degrés Celsius, par exemple. Ou à droite, c'était Chamboule-tout du climat. Bref, des questions de créativité. Ça, c'est un des mots-clés que je retiendrai sur la fin. C'est pas parce que le message est anxiogène, angoissant, qui doit nécessairement être moche et triste. Voilà, il fallait le dire, je l'ai dit. Troisième expérience que je voulais partager, c'est déjà de former de manière un peu plus conséquente aux questions d'adaptation. Et donc ça, c'est une opération qu'on avait réalisée avec un collègue, Pierre-André Wagner, écologue, qui est maintenant parti en Guyane depuis cette année. Depuis une dizaine d'années, en fait, on faisait une semaine complète de formation forêt et changement climatique avec nos BTS gestion forestière, donc 4 ou 5 jours, avec une restitution sous forme de dossier, la forêt Lorraine en 2050 ou en 2100, toujours du local, hein, c'est pas du chauvinisme, mais ancré dans le territoire, ça permet de mieux visualiser et de mieux faire passer un certain nombre de messages, donc des dossiers ou des articles de fiction technique. Une année, on avait fait, par exemple, des articles pour la revue du CRPF local, en imaginant la revue d'août 2050 à ce niveau-là. Et puis en photo, il y a un participant qui va se reconnaître sur les photos. Ça m'a amusé de voir le nom tout à l'heure, en train d'interviewer Cyril Vitu du CRPF. On a eu la chance en 2017 d'assister à 2 jours du colloque CAFORCE de Nancy, colloque européen, voire même un peu plus qu'européen, puisqu'il y avait pas mal de Québécois qui étaient présents. Et ça, c'était aussi la question de il faut oser, hein, avec des étudiants de BTS, 2 jours de communication scientifique, 24 ou 25 communications, la moitié en anglais, et gérer pendant les pauses des interviews
qu'on n'a pas trop valorisé malheureusement après. Et puis, c'est la dernière photo tout en bas qui a laissé beaucoup de traces dans l'esprit des participants, je pense à ce colloque. On en a reparlé souvent après. C'était une restitution des 2 jours du colloque théâtralisé. Qui était absolument génial, quoi. Donc là encore, hein, c'est question de créativité. Donc, je vérifie juste le temps, parce que je suis très bavard en général. En général, c'est 4 journées. On passait une journée plutôt de transmission de connaissances, une journée de conférence. Bon là, dans le cadre en 2017, c'était 2 jours complets, c'était génial. À l'INRAE, avec en même temps une visite de l'arboretum de Champenoux et donc une ouverture vers la question des nouvelles essences qu'évoquait Brigitte avec Espérance. Une journée de TD avec l'outil Biljou, bilan journalier, et les outils de Météo France, Climat HD, et Drias. Et puis, la dernière journée, c'était à la fois un peu un débrief des journées INRA et des journées de TD, et puis travailler sur les pistes d'adaptation. Et l'avant-dernière diapo. Et donc, l'avant-dernière diapo, c'est cette année, en novembre, fin novembre, le RMTA Force a organisé une formation en ligne pour une vingtaine d'enseignants de 14 établissements, essentiellement formant des BTS gestion forestière d'ailleurs. Donc, une vingtaine d'enseignants ont été formés à l'outil Climessence. Et donc, moi, ça m'a donné l'idée, l'envie, et j'ai eu la possibilité de tester une formation à Climessence en mode standard pour mes étudiants de BTS première année et deuxième année en décembre et janvier. Donc, je vous présente très très vite l'organisation à ce niveau-là. 3 TD successifs. Un premier TD de présentation et de travail sur IKS, donc sur la partie climatique de Climessence, surtout sur les variables climatiques. Un deuxième TD sur les questions d'analogie climatique et de compatibilité climatique. Je le dis tout de suite pour les créateurs de Climessence, la compatibilité climatique, je pense que c'est le module le plus anxiogène de Climessence, mais très, très clairement de ce côté-là. Et puis un troisième TD qui intéresse bien les forestiers sur la partie essence, donc sur la partie caravane, présentation des fiches essence, des comparaisons d'essence en fonction d'un certain nombre de facteurs limitants, un certain nombre d'éléments, comparer chaîne sessile, chaîne pédonculée, chaîne pubescente, chaîne vert. C'est assez génial pour des forestiers de ce côté-là, et ça permet de voir un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir, mais sur les pins ou les sapins, c'est pas mal non plus. Et puis l'outil de comparaison par critères à partir d'un cas réel de reboisement post-scolite sur une parcelle assez contraignante, pas très loin de Mirecourt, sur les plateaux calcaires de Lorraine. Et ma conclusion ultime, et j'aurais tenu à peu près 10 minutes, c'est 5 mots-clés. La nécessité et l'urgence. C'est les personnes qu'on a en formation là aujourd'hui sont celles et ceux qui vont prendre le plus d'impact des changements climatiques et les derniers à pouvoir vraiment décider, les derniers et dernières à pouvoir vraiment décider des stratégies d'adaptation. Donc les futurs gestionnaires, il faut pas rater de ce côté-là. La robustesse dans le message et dans le contenu scientifique, et c'est là où un réseau comme AFORCE apporte énormément de choses dans l'accès à l'information scientifique, ne pas avoir peur de la créativité, articles de fiction, restitution théâtrale, etc., etc. Et surtout prendre le temps de faire les choses correctement. Si vous me demandez de parler des impacts des changements climatiques sur la forêt en 1 heure de temps, et puis après la classe en question, le groupe en question passe à autre chose, je vous répondrai non, ça mérite plus de temps que ça. Merci pour votre attention. Merci Jean-Michel, et je suppose que le message est pour nous aussi. Parler de ça en un webinaire de 1 heure, c'est vraiment très, très limité, mais je te remercie d'avoir quand même accepté de faire l'exercice. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie questions-réponses. Alors, n'hésitez pas encore à poser vos questions. Donc, on va essayer de répondre à un maximum. Je dois dire qu'il y a certaines questions qui me semblent très intéressantes, mais assez compliquées. Donc, je pense que ça va susciter des débats très intéressants. Je commencerai peut-être, avant de rentrer dans ces questions un peu plus génériques, par des questions assez précises qui nous ont été posées sur les outils. Donc, je sais que tous les 3, potentiellement, vous pouvez y répondre. Alors, peut-être 2 questions d'alors concernant Climessence.
avec des personnes qui s'interrogent en fait sur les critères qui sont dans le modèle et dans l'outil, avec notamment la question de la prise en compte des conditions édaphiques qui peuvent pondérer les variations climatiques, ou encore comment est pris en compte la forte incertitude autour de l'évolution des précipitations et de leur répartition. On peut déjà avoir des réponses. Je ne sais pas du coup, Eric, si tu veux commencer ou Brigitte. Je vais laisser Brigitte. Merci Eric. Alors, je vais reprendre la question. Tout d'abord, sur le sol. Le sol en tant que tel n'est pas pris en compte, et c'est pour ça que dans les cartes que vous a montré Eric, on a une répartition de l'espèce qui est France ou presque France entière, du moment que elle n'est pas enfin, que sa présence, ça n'est pas incompatible avec un des 3 critères climatiques. Donc, le sol, en tant que tel, n'est pas pris en compte. Le seul élément de sol qui est pris en compte, c'est la réserve utile qui est intégrée dans le calcul de déficit hydrique. C'est-à-dire qu'on a utilisé d'une part les fosses pédologiques qui étaient à notre disposition, et ensuite on a utilisé les modèles qui permettaient d'établir sur une large partie de l'Europe ces conditions de réserve utile. Donc, par contre, l'autre outil que vous a montré Eric, BioClimSol, prend, comme son nom l'indique, un peu plus en compte le sol, et surtout, il y a d'autres outils qui peuvent le faire. La deuxième chose, c'est que cet outil Climessence, il faut l'utiliser à la bonne échelle. Il a été développé pour une échelle à 1 km. En dessous, ça ne veut pas dire grand-chose. Et là où il est le plus utile, c'est très certainement au niveau de la sylvo-écorégion. Si vous voulez aller travailler à l'échelle de la parcelle, vous avez encore une fois BioClimSol ou d'autres outils qui sont en train d'être développés et qui apparaîtront au niveau du RMTA Force, comme Zoom 50 ou d'autres outils encore. Concernant les précipitations, on a regardé l'évolution des précipitations annuelles et leur répartition, et en particulier, on a travaillé sur le déficit hydrique. Donc, c'est bien la quantité d'eau qui va manquer sur la saison de végétation, et c'est à ça que sont sensibles les arbres, plus que la quantité d'eau en tant que telle. Eric, si tu veux compléter. Oui. Oui, c'est vraiment ça qui est important, c'est de voir que il peut y avoir beaucoup d'eau qui tombe sur un an en forêt, mais si elle est mal répartie et si on a des périodes de très forte sécheresse ou de canicule, qui sont des événements extrêmes, c'est souvent à ces moments-là que les arbres sont les plus sensibles. D'où l'intérêt d'utiliser le déficit hydrique plutôt qu'une valeur de pluviométrie. Merci. Jean-Michel. Juste un élément, et on ne prend pas en compte dans Climessence les événements extrêmes parce que par nature, ils sont très difficilement détectables et quantifiables. Merci Jean-Michel. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? D'accord. Du coup, il y avait une question effectivement sur les mailles spatiales, mais du coup, je pense que Brigitte, tu y as répondu en partie. Je relèverais bien du coup en fait, il y a 3 questions qui sont liées en fait au domaine de validité de ces outils-là. Donc, on parle toujours des outils de diagnostic. Alors, il y avait une question très spécifique sur BioClimSol. Est-ce que c'est utilisable par tous les prophètes forestiers? Après, il y avait une question comment se le procurer, mais peut-être que ça, Eric, tu pourras répondre directement dans le chat. Les modèles sylvoclimatiques présentés sont-ils utilisables sur tous les continents, et est-ce que ces outils sont applicables en région méditerranéenne? J'ai un peu regroupé, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur le domaine de validité, à la fois en termes d'utilisateurs, de contexte pédoclimatique On va essayer de se compléter avec Brigitte et Jean-Michel. Si tu commences. Là, je commence. La première des choses, c'est que il faut bien savoir qu'un outil sylvoclimatique, ça a demandé un travail énorme. Dans les 2 cas, c'est plus de 10 ans de travail pour aboutir à un résultat. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'un modèle est toujours faux par principe. Donc, il faut que les gens qui utilisent ces outils
se disent c'est un outil d'aide à la décision, mais moi, je dois réfléchir si cet outil me semble donner la bonne réponse. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir différents outils en notre possession, même s'ils ne sont pas sur les mêmes échelles aujourd'hui. Ça nous permet de comparer quand même des résultats et de s'interroger. C'est-à-dire que si tous les outils nous disent que l'espèce est en station, ben on se dit que c'est plutôt bon signe. Si il y a des différences qui sont notées, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a ces différences. Je vous explique ça parce que ça veut dire qu'on a tous décidé au sein du RMTA Force que ce type d'outils, il nous semblait extrêmement important de ne pas les donner en libre service pour une utilisation poussée, mais de faire des formations, comme l'a très bien montré Jean-Michel, ce qui s'est fait pour les enseignants, on le fait pour les gestionnaires forestiers, on le fait pour les personnels de nos établissements, on le fait pour les chercheurs, pour les gestionnaires. C'est extrêmement important pour leur expliquer comment sont construits ces modèles, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils ne peuvent pas dire. Je rebondis sur ce que disait Brigitte. Climessence ne prend pas le sol en compte. Il faut l'expliquer parce que si vous allez sur le site, on a fait quand même une partie qui est accessible pour tous, mais qui n'a pas tous les outils à disposition. Il y a toute une liste d'explications qui vous sont données par des vidéos et par du texte. Et il faut lire tout cela, il faut regarder ces vidéos pour bien comprendre ce que va vous donner Climessence. Et Climessence ne donne pas tout à fait les mêmes choses que BioClimSol parce qu'ils ne sont pas construits de la même façon. Donc, nous avons tous décidé de faire des formations, donc les personnes qui sont intéressées, en particulier les gestionnaires, parce que dans un premier temps, aujourd'hui, nous n'avons pas des moyens incommensurables et donc on est obligé de distiller les formations petit à petit. Et donc, on a ciblé les gestionnaires forestiers parce qu'il y a, dans le cadre du plan de relance de l'État, il y a des aides pour le reboisement et donc pour pouvoir répondre à cela, il faut qu'ils puissent utiliser nos outils. Et donc, c'est pour ça qu'on leur a donné cette priorité-là. J'ai répondu à une partie de la question. Je sais Alors plus moi, la deuxième. je vais répondre à la partie plus technique où il est demandé si les modèles sylvo-climatiques présentés sont utilisables sur tous les continents. Alors, je vais parler pour Climessence. Non. Clairement non, parce que comment est construit Climessence? Il est construit à partir des inventaires forestiers et la présence de l'espèce à un nombre de points suffisant pour faire sa compatibilité, enfin calculer sa compatibilité climatique à l'échelle de l'Europe. Donc, pour vous donner un exemple, l'inventaire forestier turc n'a pas été mis à disposition des pays européens et donc on a tout un tas d'espèces que vous ne trouverez pas dans Climessence comme certains sapins turcs parce que on n'a pas pu calculer la compatibilité climatique avec les points d'inventaire. Et le gros défi qui est devant nous, c'est justement de calculer ces compatibilités climatiques pour des espèces qui ne sont pas présentes ou très peu présentes sur le territoire européen et pour lesquelles on n'a pas d'inventaire. Donc là, il y a un gros travail à faire. Pour BioClimSol, les données météo qui sont utilisées, il y avait la question dans le chat, c'est tiré des données de RIAS de Météo France et donc c'est accessible uniquement sur la France. Donc la zone méditerranéenne de la France est valable. Vous avez vu dans la carte tout à l'heure, c'était l'histoire du pin sylvestre qui dépérissait dans le sud de la France. Donc c'est bien valable sur ce secteur-là, mais ce n'est valable qu'en France. Si on veut intégrer des données italiennes ou autres, il faut changer le moteur climatique.
Alors oui, et pour compléter, merci, deuxième partie de la question, Eric, pour Climaessence, on se rendait bien compte qu'avec les modèles climatiques utilisés, on ne modélisait pas très bien toute la partie méditerranéenne. Alors, on a commencé à travailler avec les dernières sorties là, du GIEC, et en particulier différents scénarios, et on améliore beaucoup la modélisation de compatibilité climatique sur la Méditerranée. Donc ça allez, un peu de temps. Il va falloir attendre 2023 pour que ça sorte, mais on est en train de travailler dessus, et il y aura une amélioration au niveau méditerranéen. Merci. Alors, pour le temps qui nous reste, je vous propose de passer peut-être à des questions un peu plus génériques, je trouve, qui soulèvent pas mal de débats. Donc, je vais vous en lire une première. Donc, au-delà des diversités forestières, quid de la fonctionnalité des écosystèmes forestiers? Donc, effectivement, c'est un sujet qui revient souvent, avec notamment la question que si la fonctionnalité, la bonne santé des écosystèmes forestiers, donc avec du bois mort, de la biodiversité forestière, floristique, faunistique, etc., les îlots de sénescence, est-ce que ce n'est pas ça, en fait, les meilleures garanties de la bonne capacité d'adaptation au changement climatique? Donc, je lancerai bien là peut-être la discussion avec Jean-Michel, parce que je sais que c'est des sujets sur lesquels qui t'interpellent. Oui. C'est clair que clairement des écosystèmes, hein, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être écrites ces temps-ci autour des assises de la forêt et du bois. C'est clair que des écosystèmes en bonne santé. Fonctionnel, c'est fonctionnel par rapport à quoi? C'est par rapport aux attentes humaines. Là, c'est déjà, ça peut être assez discutable. Mais il y a beaucoup de choses qui s'écrivent par rapport à ça. C'est sûr que ça peut aider, peut-être, vraisemblablement, des forêts à encaisser des chocs climatiques, événements extrêmes ou dérèglements sur du long terme. Après, est-ce que c'est la seule chose qui va pouvoir aider les forêts à tenir le choc? Vraisemblablement pas. Donc, s'il y a des idées qui sont faites aujourd'hui autour de questions de mosaïque, si Brigitte parlait de diversité avec un S tout à l'heure, si à l'automne 2020, quand le gouvernement et le ministère de l'Agriculture planchaient sur le plan de relance, le réseau à force a émis un certain nombre de recommandations dont je vous conseille la lecture sur le site du RMT, et que la première des recommandations qui peuvent être émises, c'est de jouer sur les diversités avec le plus de S possible, c'est une bonne chose. Donc oui, des zones en libre évolution, oui, des zones de forêt laissées dans des évolutions naturelles, oui, des zones de forêt gérées, oui, des zones nettoyées après des événements extrêmes, oui, des zones non nettoyées après des événements extrêmes. Bref, plus on aura de diversité au pluriel dans les écosystèmes, plus on s'en portera. Je mettrai juste une dernière remarque qui est quand même la question de la sécurité. Et de la sécurité des personnes qui travaillent en forêt, de la sécurité des personnes qui vont en forêt parce qu'elles aiment ça, pour se promener, etc. Et de sécurité des personnes qui sont riveraines des forêts, et particulièrement par rapport au risque d'incendie. Il faut aussi introduire dans notre culture de forestier et dans notre discussion avec la société cette notion-là d'analyse de risque. Voilà. J'espère avoir un peu... Je voyais Eric et Brigitte qui acquiesçaient, donc je vais leur laisser la parole pour compléter tes propos. Mais c'est ce que j'ai voulu essayer de dire en mettant en effet biodiversité au pluriel et le fait de dire qu'il n'y a pas une solution, mais des solutions. On sait très bien que la France est une mosaïque de climat, est une mosaïque de paysages, et que le changement climatique ne va pas avoir la même force partout. Parce que les écosystèmes ne sont pas les mêmes, parce que on a des endroits où il y a plus de diversité en termes d'espèces, en termes de résilience, en termes de base génétique. Donc voilà, et on voit des écosystèmes naturels qui sont en train de passer l'arme à gauche, comme j'ai l'habitude de dire. La hêtraie, cette année, mon grand chagrin, ça a été la hêtraie en Bourgogne.
bon, où on a vu qu'elle dépérissait. Donc, il n'y a pas, pour moi, d'opposition entre forêt cultivée, forêt pas cultivée, mise sous cloche, pas mise sous cloche. Tout est important. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des écosystèmes résilients. Et j'ai plein de questions et pas de réponses aussi. C'est surtout ça mon problème, c'est ce que j'essayais de mettre à la fin, renouvellement et couvert forestier. Quand on a une forêt dépérissante, est-ce que ma vitesse d'évolution génétique va être suffisante? Est-ce que les arbres qui vont se reproduire, c'est ceux qui auront été sélectionnés pour le caractère de résistance à la sécheresse et pas ceux qui ont finalement qui étaient les plus gros et les plus forts et pas forcément ceux qui sont les plus résilients parce que c'est finalement les plus stressés qui vont faire des graines et s'ils sont les plus stressés, c'est peut-être ceux qui sont les moins adaptés. Est-ce que si j'ai plus de couvert forestier et d'ambiance forestière, d'humidité, comment va se comporter ma régénération? Est-ce que la chaleur va pas complètement la brûler? Quand c'est que j'agis, quand c'est que j'agis pas? Voilà. Et on n'a pas une solution toute faite. Il y a des hypothèses qu'il faut qu'on teste. Et c'est ça que je voulais mettre aussi dans expérimentons. Expérimentons aussi cela et traçons. J'aime Eric. Non, mais c'est très bien. Dans la liaison, j'allais dire le dernier point, c'est l'expérimentation. On entend beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui sur les forestiers qui veulent enrésiner toute la forêt française ou qui mettent des exotiques partout. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, par contre, ce que l'on veut, c'est pouvoir expérimenter sur des petites surfaces. Brigitte vous a présenté le projet Espérance tout à l'heure. Ce projet-là, il est là pour ça, pour que tous les forestiers testent, tracent, suivent, pour que si jamais il y a un souci, on puisse avoir des réponses et il les apporter, ces réponses. Si on ne le fait pas dès maintenant, on sera en grande difficulté si le dépérissement est beaucoup plus fort que ce que l'on croit. Merci. Alors, je vois l'heure qui tourne. Donc je pense que je ne pourrais malheureusement pas vous poser toutes les questions. Du coup, comme voilà, il y a encore un petit peu de temps, je vous relayerai bien cette question qui, du coup, nous projette un peu dans l'avenir. Pour vous, à quoi ressemblera la forêt de Troncé en 2040? Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Peut-être Jean-Michel, de nouveau. Projette-toi dans l'avenir. En tout cas, pas la Futaie-Colbert, puisque les arbres de la Futaie-Colbert ont été coupés il y a quelques décennies. Mais pourquoi ne ressemblerait-elle pas à ce qu'elle, en 2040, on est bien d'accord, à ce qu'elle est déjà, c'est-à-dire une base de futaie de chêne. Je la vois pas beaucoup changer, Troncé en tout cas, d'ici 2040. Alors, il y a des débats, du coup, Brigitte n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Je suis pas aussi optimiste. La forêt de Troncé, c'est celle qui nous a fait frémir cette année et l'année dernière, où on a vu de forts dépérissements. Le beau chêne, celui qui est notre chêne français dont on est si fier, il pousse dans des zones où on a finalement des précipitations qui sont très faibles et de ça de manière régulière. C'est pour ça qu'on fait du grain fin, du tonneau, etc. Et il est peut-être un peu en limite de son ère. Donc, pas sûr que ça soit aussi évident et qu'on n'ait pas des dépérissements qui s'amplifient. Et maintenant, comment faire avec les dépérissements? Est-ce qu'il faut tout couper, pas tout couper? Comment on gère ça? C'est une autre question. Eric? Oui, on a beaucoup de dépérissements sur Troncé. Il faut se poser des questions, on va observer, on va voir comment ça se passe, si ça s'amplifie au cours des prochaines années. Et moi, je pense qu'il y aura toujours du chêne à Troncé et peut-être qu'il y aura des chênes à Troncé, c'est-à-dire plusieurs espèces de chênes différentes, parce qu'on amènera peut-être du chêne pubescent qui vient du sud de la France, sur lequel on a fait des études, et qui est un chêne qui est un peu plus résistant à la sécheresse et qui peut nous apporter des solutions. Et il est aussi utilisable pour les tonneaux et pour faire du vin, donc pour un Français, c'est formidable.
Merci. Alors, il y a eu des webinaires sur le réchauffement climatique en viticulture. Alors, je Oui, vois que Philippe je rallume l'ai sa vu. caméra, donc je suppose que ça veut dire qu'on doit malheureusement s'arrêter là. Merci à tous pour vos questions très intéressantes et encore désolée de Merci. ne pas avoir pu toutes les aborder lors de ce temps d'échange. Effectivement, merci à vous. Et donc, eh bien, nous allons nous quitter. Et la semaine prochaine, on passe à la thématique santé globale et ce sera sur les filières élevage. Quelle santé globale dans les animaux, dans les élevages et en abordant à 3 échelles au niveau de la ferme, du territoire et à l'échelle globale. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et encore merci, c'est très riche. Merci aux intervenants, merci au public. Et je vous enverrai les questions-réponses au cas où vous pourriez compléter pour ceux qui n'ont pas eu leur réponse. À bientôt, bonne semaine, au revoir. Au revoir. Au revoir.